Macron est sur une corde raide, sur un chemin escarpé, parce que son plan peut se dérouler tant que les taux n'augmentent pas. Et donc que l'inflation galopante ne revient pas. Il faut comprendre qu'il y a en France une caste qui vit de la dépense publique et qui ne veut surtout pas faire d'efforts sur son train de vie pour prendre sa part de justice. Vous avez des fonctionnaires qui sont en chômage, des hauts fonctionnaires qui sont en chômage déguisé, qui gagnent plus de 7 000 ou 8 000 euros net par mois. Pour faire vivre un système qui est à bout de souffle, à la soviétique, on est en train de plomber toutes les forces vives du pays. Tous ceux qui n'ont pas expatrié leurs avoirs seront les victimes du système. Alors, donc, pour revenir un peu à ce qui se passe en France, notamment sur le plan économique, Bruno Le Maire a récemment annoncé qu'on allait avoir un déficit public record en 2021, 9,4% je crois. 2 dixièmes de point de PIB de plus qu'en 2020. C'est fascinant. Et alors, on avait aussi il maintient pour le coup un objectif de croissance de 5% pour cette année. On évoque aussi une éventuelle remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, donc liée à la politique de Joe Biden qu'on a évoquée au début de l'entretien avec cette monnaie hélicoptère, cette injection massive d'argent dans l'économie. Cette remontée des taux qui pourrait être suivie du coup par la Banque Centrale Européenne. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur le plan économique dans les mois qui viennent? Est-ce que on peut craindre un éventuel effondrement de l'économie française avant les élections présidentielles? Alors, sur les questions économiques, là aussi, c'est comme lire dans le marc de café. Alors vous allez me dire, c'est le métier d'économiste. Les économistes essayent souvent de faire croire qu'ils sont des scientifiques. C'est quand même souvent des astrologues. Alors, plus ils mettent d'équations mathématiques dans ce qu'ils font, généralement, plus c'est le signe qu'eux-mêmes ne croient pas au fondement rigoureux de ce qu'ils racontent. Donc on va prendre toutes ces questions avec prudence. Mais il y a des mécanismes avérés dans l'histoire. Le premier des mécanismes économiques avérés, c'est que quand un bien est très demandé et peu produit, le prix du bien augmente. C'est la terrible loi de la rareté, c'est-à-dire quand les gens ont besoin d'un bien et qu'on ne le leur vend pas, ils sont prêts à mettre de plus en plus d'argent pour l'avoir. C'est le mécanisme de base de l'inflation. L'inflation par la hausse des prix. Même si l'inflation historique n'obéit pas à cette définition, mais il y a un mécanisme, c'est que les prix augmentent lorsque les biens sont peu produits et très demandés. Et c'est le problème des stratégies de relance. C'est que Joe Biden a mis 4 000 milliards dans l'économie américaine, ou en tout cas va mettre en tout 4 000 milliards dans l'économie américaine. Il a, dès le début du mois de mars, décidé de mettre 2 000 milliards de plus dans la consommation. Et donc les gens se sont précipités pour acheter. Donc on a des biens très demandés et malheureusement, et notamment du fait du Covid, les capacités de production n'augmentent pas aussi vite que la demande. Alors notamment parce qu'il y a des salariés qui ne veulent plus venir travailler parce qu'ils ont peur du virus. Il y a eu des pénuries dans tous les sens. On a manqué de malchance. Personne ne s'est posé d'ailleurs la question de comment c'était arrivé. Mais le canal de Suez, qui est l'un des grands vecteurs du trafic mondial, le canal de Suez a été bloqué par un accident. Donc tout ça mis bout à bout fait la production n'a pas suivi la demande et que donc mécaniquement les prix ont commencé à augmenter aux États-Unis, pas seulement du fait du pétrole, et que donc théoriquement on part du principe qu'il faut maintenir l'inflation à 2%. Alors 2% dont on ne sait pas quoi, parce qu'on pourrait beaucoup épiloguer sur le calcul des indices, sur la formation des indices de prix. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, l'inflation est supérieure à 2%. Et pas seulement du fait de l'augmentation du prix du pétrole. Mais il faut là aussi se dire clairement que plus on va consommer de biens de consommation, plus il va falloir de pétrole pour fabriquer tout ça. C'est-à-dire transporter les marchandises, éventuellement faire des processus de fabrication à base de pétrole, etc. Donc, structurellement, la relance de la consommation, dans un monde où les capacités de production restent stables, crée de la hausse des prix. Et c'est ce qui est en train de se produire aux États-Unis. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si ça va contaminer l'Europe
et à quel rythme ça va contaminer l'Europe. Donc il y a des inconnus. Alors vous avez des gens qui vous disent c'est sûr, etc. Moi je constate qu'on ne sait pas très clairement comment ça va se passer. Ce qu'on sait en revanche, c'est que pour tout un tas de raisons mécaniques sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais il y a une mécanique de fond. C'est que si l'inflation augmente trop, donc si les prix augmentent trop, la valeur de l'argent diminue. C'est-à-dire qu'avec 1000 dollars ou 1000 euros, vous achetez moins de choses que le 31 mai, que le 1er mai. Ou le 31 décembre, que le 1er janvier de l'année. Donc ça veut dire que la valeur de 1000, la valeur d'achat, la valeur intrinsèque de 1000 dollars ou 1000 euros diminue. Et que donc, pour les banques centrales, c'est très mauvais, puisque les banques centrales se disent, mais on est de moins en moins riches. Donc, les banques centrales ont un métier qui est de garantir la stabilité des prix pour éviter que la valeur de la monnaie baisse. C'est inscrit dans les traités européens. La Banque centrale européenne doit maintenir l'inflation à 2%. Pour la Réserve fédérale américaine, c'est un peu plus compliqué, puisque la Réserve fédérale a deux missions, garantir la stabilité des prix et garantir le plein emploi, ce qui est un peu différent. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais il y a un phénomène mécanique, c'est que tout le monde se dit que la Réserve fédérale américaine, pour calmer la surchauffe économique, donc pour limiter la demande, va augmenter ses taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mécaniquement, on va rendre le crédit plus coûteux pour que les gens s'endettent moins pour acheter. Et donc mécaniquement, on va faire baisser la demande de biens de consommation. Les Français comprennent intuitivement ce mécanisme quand ils veulent acheter une maison et qu'ils voient les taux d'intérêt des banques, ils se disent si c'est 5%, ça coûte plus cher que 1%. Et donc, si la Réserve fédérale américaine dit nous, on va calmer la surchauffe de l'économie américaine, notamment parce qu'il y a des pénuries, parce qu'il y a une flambée des prix, plus personne ne trouve plus de salariés, c'est le cas McDonald's a annoncé que les nouveaux employés McDonald's seraient payés 10% plus cher que les anciens pour trouver des salariés, parce que plus personne ne veut aller bosser pour 3 francs 6 sous. Donc pour éviter cette flambée des salaires qui est la conséquence directe de la flambée des prix, la Réserve fédérale va probablement dire on diminue le crédit, donc on relève les taux d'intérêt pour que l'accès au crédit soit plus cher et donc plus limité. Et donc si la Réserve fédérale américaine dit si vous achetez du dollar, de la dette américaine, on le rémunère à X%. La Banque centrale européenne ne pourra pas dire nous on reste à 0%. Il va y avoir un phénomène de concurrence dans la rémunération de l'argent entre les grandes puissances. Et donc mécaniquement, la Banque centrale européenne sera, notamment à la demande de l'Allemagne, qui râle depuis pas mal d'années contre les taux d'intérêt négatifs, puisqu'il y a des taux d'intérêt négatifs, la Banque centrale européenne va commencer à dire nous, on relève nos taux d'intérêt. Et mécaniquement, le marché mondial va petit à petit aller vers là où l'argent rapporte. Et la France qui vit à crédit parce que le crédit n'est pas cher, elle va être dans la même position que le consommateur américain qui s'endettait avant parce que c'était pas cher et qui voit un jour la Réserve fédérale lui dire ça coûte plus cher maintenant donc il faut faire des arbitrages. La France qui vit comme un consommateur américain à crédit, elle va être confrontée à cette difficulté de devoir dire tiens, on dépensait des centaines de milliards. Quand on a un déficit budgétaire de 10% du PIB, c'est totalement ahurissant. On se demande comment on peut en arriver là. Donc c'est permis aujourd'hui parce que finalement l'argent est gratuit, il est apporté par la Banque centrale. Mais un jour, la saison des cigales va s'arrêter et on va rentrer dans la saison des fourmis. Et on va devoir dire l'argent coûte plus cher parce que sinon il n'y a plus d'argent, plus personne ne prête, plus personne n'achète de dette, les gens préfèrent la dette américaine qui elle est mieux rémunérée. Donc il va falloir faire des arbitrages. Et je pense qu'aujourd'hui on vit dans cette situation extrêmement risquée où la France a un problème, c'est que son État, les dépenses publiques sont très élevées, sont très déficitaires. Le déficit de la sécurité sociale sera de 40 ou 50 milliards, tout mis bout à bout, ce qui est une somme colossale, en plus du déficit de l'État, qui sera de plusieurs centaines de milliards. Donc aujourd'hui, on vit à crédit. Et on peut vivre à crédit parce que l'argent n'est pas cher, mais dès qu'il va devenir cher, ça va devenir très compliqué.
Et il y aura deux solutions simples. Soit on augmentera les impôts, soit on diminuera les dépenses publiques. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons pour lesquelles Macron, Bruno Le Maire et plein d'autres ne veulent pas diminuer les dépenses publiques. C'est parce qu'ils en vivent. Il faut comprendre qu'il y a en France une caste qui vit de la dépense publique et qui ne veut surtout pas faire d'efforts sur son train de vie pour prendre sa part de justice et qui dit mais si les Français sont au chômage, c'est leur problème. Nous ne diminuerons pas les dépenses qui nous profitent. D'ailleurs, en contrepartie du plan de relance européen qui doit nous apporter 40 pauvres petits milliards. Il faut comprendre que le déficit budgétaire de l'État sera de plus de 200 milliards d'euros en 2021 et qu'on compte sur 40 milliards, comme sur le bon Dieu, de l'Union européenne pour nous sauver. Il faut avoir conscience que 40 milliards apportés par l'Union européenne, c'est rien par rapport à ce qu'on dépense, par rapport à notre endettement. Endettement annuel, pas le stock de la dette. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour avoir ces 40 petits milliards, Bruno Le Maire, Bercy, a envoyé une note à la Commission européenne pour dire ce sur quoi on allait faire des efforts. Et ils ont annoncé deux efforts. Un effort sur l'assurance chômage, c'est-à-dire sur ceux qui n'ont pas d'emploi, eux, on va leur serrer la ceinture, et sur les retraites, c'est-à-dire essentiellement sur les retraites du privé. Mais à ce stade, la caste refuse d'examiner les dépenses publiques qui lui profitent, c'est-à-dire notamment les salaires mirifiques des hauts fonctionnaires. Vous savez, il y a des gens, des directeurs d'administration centrale à Bercy, qui gagnent plus de 20 000 euros net par mois, alors qu'ils ont la garantie de l'emploi. Il y a des trésoriers payeurs généraux qui gagnent probablement plus de 30 000 euros par mois en France. Vous avez des fonctionnaires qui sont en chômage, des hauts fonctionnaires qui sont en chômage déguisé, qui gagnent plus de 7 000 ou 8 000 euros net par mois, hein, et qui viennent expliquer « mais dans le privé, je serais beaucoup plus payé ». Ils ne vous disent jamais qu'évidemment, dans le privé, ils seraient aussi exposés au risque du chômage et que par ailleurs, dans le privé, il y a une logique de production. C'est-à-dire que s'il y a des cadres bien payés dans le privé, c'est parce que l'entreprise a les moyens de les payer. Alors que la particularité de notre État, c'est qu'on a des cadres très bien payés, qui sont totalement intouchables et irresponsables de leurs actes, et qu'on les paye même si l'État n'a plus les moyens de les payer. Ce sont quand même des différences fondamentales avec les entreprises. Et donc, aujourd'hui, on a un sujet qui est exactement identique à celui de la Révolution de 1789. Je ne suis pas en train de dire que l'histoire se reproduit et que ça va finir de la même façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1789 ? L'État était endetté et il y avait un déficit colossal, inférieur au déficit actuel, au passage. Et Louis XVI devait financer des campagnes, il devait financer des dépenses publiques, et dans ces dépenses publiques, il devait surtout payer les pensions des nobles, c'est-à-dire l'équivalent des salaires des fonctionnaires. Et l'impôt ne rendait plus, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Le système fiscal de 1789 à 1788 était très compliqué, avec des taux d'imposition très élevés et des rendements très faibles. C'est le cas aujourd'hui, on a des taux d'imposition extravagants sur des tas de choses, et ça rend très peu d'argent. Et donc la seule solution que Louis XVI avait à sa disposition, c'était de diminuer les pensions des nobles. Et les nobles, évidemment, s'y sont opposés, ce qu'on appelle la réaction nobiliaire, notamment à partir de la réforme de Saint-Germain en 1775 sur l'armée, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a la même réaction nobiliaire dans nos sociétés occidentales. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'en France, en 1789, Louis XVI a été obligé de convoquer les États généraux pour évoquer la réforme fiscale nécessaire, parce que les nobles refusaient de sacrifier leur train de vie. Et aujourd'hui, nous vivons exactement le même phénomène. Nous avons 5 millions de fonctionnaires. On ne veut pas diminuer le nombre de fonctionnaires. On ne veut pas diminuer le salaire des fonctionnaires. On ne veut pas diminuer la retraite des fonctionnaires. Et face à cette espèce de bloc rigide, on est obligé de trouver des expédients.
On peut jouer au moraliste sur cette question et dire mais c'est bien, les pauvres fonctionnaires, le pauvre million d'enseignants, le pauvre million de salariés des hôpitaux publics, etc. Et ils sont là pour nous aider, on les aime, blablabla, on veut plus de policiers, plus de gendarmes, etc. On peut se dire qu'au nom du bien, on va vivre notre rêve d'avoir une économie qui est totalement soviétisée. Maintenant, il y a un principe de réalité, c'est que ça ne peut pas marcher, ça ne fonctionnera pas. Et que tôt ou tard, il va falloir sortir du rêve. Et il va falloir dire, oui, il y a des fonctionnaires qui ne travaillent pas. Oui, il y a des fonctionnaires qui sont protégés et ils ne méritent pas de protection. Enfin, rien ne justifie cette protection. Et oui, le salaire des fonctionnaires doit être imaginé ou conçu autrement. Et j'entends bien que ce que je dis est vécu comme une horrible déclaration libérale, néolibérale. Ça, c'est juste un principe de réalité. Aucune société ne peut vivre avec autant de fonctionnaires que la nôtre, aussi peu de croissance que la nôtre. Nous sommes l'un des pays qui fabrique le moins de croissance. Rappelons que l'OCDE prévoit 6,5% de croissance du PIB dans le monde et que nous, si nous arrivons à en faire 3 ou 4, ce sera déjà très bien. Après 2 années de récession, c'est-à-dire 2 années de baisse du PIB. Enfin, en tout cas, une forte année en 2020, une année 2019 qui était terne, et 2 premiers trimestres de 2021 qui seront cataclysmiques. Le PIB a baissé au premier trimestre en France de 0,1%. Ce qu'on fait généralement aussi, c'est qu'on s'endette pour acheter aussi de la croissance. Ça génère des cercles vicieux. On s'endetterait pour acheter de la croissance, c'est-à-dire qu'on dirait on s'endette pour... Ça avait été l'idée du grand emprunt de Sarkozy à l'époque. On s'endette pour mettre en place des laboratoires scientifiques dotés de moyens qui vont faire des découvertes, qui vont investir sur l'avenir, qui vont faire de l'innovation. Ça aurait du sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est s'endetter pour payer les salaires des fonctionnaires. Ce qui n'a pas de sens, c'est s'endetter pour payer les retraites des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous nous endettons pour payer les retraites, des fonctionnaires ou pas. Nous nous endettons pour payer les salaires des fonctionnaires. Nous nous endettons pour tout un tas de dépenses qui sont totalement stériles en termes d'avenir. Et au lieu de permettre à des entreprises de se développer, de gagner de l'argent en baissant leurs impôts, en baissant les cotisations sociales, pour faire vivre un système qui est à bout de souffle, à la soviétique, on est en train de plomber toutes les forces vives du pays. Et j'entends bien qu'on m'explique, mais il y a qu'à, Faucon, etc. Il y a un principe de réalité. Quand on vit au-dessus de ses moyens, tôt ou tard, il y a un problème. Et aujourd'hui, il est évident qu'en France, il y a des millions de gens qui vivent de la dépense publique et qu'il y a de moins en moins de gens qui financent la dépense publique. Tôt ou tard, il y aura un problème. Et je veux bien qu'on me dise c'est du libéralisme, laissez-nous rêver. Dans notre monde idéal, ça ne se passe pas comme ça. Mais tous les gens qui ont testé les mondes idéaux, ça s'est terminé par des bains de sang. Et pourquoi ? Parce que intuitivement, on sent bien qu'on ne pourra pas éternellement en France financer un train de vie comme nous le finançons, un train de vie de l'État, un train de vie de dépenses publiques, un train de vie de dépenses sociales. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi toutes les dépenses de redistribution qui sont très élevées. Tout un tas de dépenses de redistribution qu'on a du mal à voir. Certaines dépenses de redistribution ont du sens. D'autres dépenses sont éminemment contestables. C'est-à-dire que si on regarde par segment le niveau moyen de retraite de la population, on s'aperçoit que les salariés du privé ont des retraites inférieures en moyenne aux retraites des fonctionnaires. Et là, on se dit, mais ça pose quand même un problème d'équité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour dire à quelqu'un, ne produis pas de richesse dans une entreprise, deviens plutôt fonctionnaire, tu auras la garantie de l'emploi, et en plus, tu pourras dire que tu es mal payé, mais être mieux payé que les autres. Le salaire moyen des fonctionnaires est supérieur au salaire moyen du secteur privé. La retraite moyenne des fonctionnaires est supérieure à la retraite du secteur privé. Donc, il y a un problème. Voilà. Après, j'entends bien l'obstination de beaucoup de gens en France consiste à dire, à vivre leur rêve maduriste. J'appelle ça la tentation maduriste. De dire, mais non, c'est un complot de l'extrême droite, un complot des libéraux qui nous fait croire ça. Il y a des réalités tenaces. Je conseille à tous les Français d'aller lire les résultats du commerce, du solde extérieur, donc du commerce extérieur des pays de l'Union européenne. La France est un des seuls pays déficitaires. C'est-à-dire que la France
achète à l'étranger et ne vend pas à l'étranger. Et que le déficit commercial français est d'une ampleur historique. C'est le seul fauchman, si j'ose dire, de l'Union européenne. Tous les grands pays de l'Union européenne sont globalement bénéficiaires dans le commerce extérieur. Nous sommes les seuls à acheter des téléphones portables, à acheter des voitures allemandes, à acheter des produits italiens et à ne pas vendre à due proportion à ces pays nos biens. Ça pose un problème et tôt ou tard, il y aura un principe de réalité qui s'appliquera. On peut le nier, mais la réalité, malheureusement, est tenace. Et alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures aussi confiscatoires dans les prochains mois pour justement renflouer les caisses de l'État? On a vu notamment, là, il y a eu un document intéressant de l'OCDE qui est paru il y a peu de temps, qui s'intéressait à la transmission du patrimoine. Il était question de droits de succession, d'assurance vie. Et alors, il était notamment écrit d'ailleurs, pour faire face à la crise du Covid-19, les pays vont devoir générer des recettes fiscales supplémentaires et remédier aux inégalités qui se sont creusées depuis le début de la pandémie. Oui, alors les pistes sont posées, tout le monde les connaît. Tout le monde, enfin, tous ceux qui suivent les questions de fiscalité savent que jusqu'en 2022, enfin jusqu'au début mai 2022, début juin, on ne parlera pas de hausse d'impôts parce qu'il faudra assurer la réélection du président sortant, ou s'il est remplacé par quelqu'un d'autre, le successeur ne voudra pas faire une campagne législative en annonçant des hausses d'impôts. Et si, ce qui est plausible, c'est Marine Le Pen qui gagnait, elle a déjà posé le principe que l'État continuerait à dépenser, donc si vous voulez, elle ne va pas annoncer de hausse d'impôts. Mais tout le monde sait qu'une fois les législatives terminées, il faudra boucler le budget de l'année 2022 et donc annoncer des hausses d'impôts dès 2022. Et on en connaît déjà le contenu. Le contenu, il est largement débattu, si vous voulez. Il repose sur plusieurs grands axes. L'axe recommandé par l'OCDE, c'est de supprimer les avantages fiscaux de l'assurance vie, pour aller vite, ou en tout cas les avantages en termes de succession. Donc ça, fondamentalement, c'est à peu près acté que c'est une question de temps. Ce qui empêche éventuellement de le faire, c'est que l'assurance vie, elle est vendue par des assureurs, et que les assureurs sont ceux qui achètent de la dette de l'État. Donc ils ont un moyen de pression. Mais tôt ou tard, la décision sera prise, on le sait. Une deuxième position est assez connue, sera de récupérer, alors c'est le mythe si vous voulez, maintenant qui se répand, des 200 milliards épargnés pendant la crise du Covid. Vous savez qu'il y a ce chiffre, c'est les Français ont épargné 200 milliards. En réalité, c'est beaucoup moins, c'est probablement la moitié moins, mais ils ont épargné 200 milliards, il faudra les... Et comme par hasard, ça correspond au déficit de l'État. Donc, si vous voulez, l'équation, elle est assez vite faite. Il y aura bien entendu un impôt pour récupérer l'épargne. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est-à-dire un impôt sur les riches, pour aller vite, puisque l'épargne a été essentiellement captée par les catégories supérieures de revenus. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelle sera l'intensité et quelle sera l'urgence de ces opérations. Donc ce que tout le monde espère, c'est qu'on pourra attendre jusqu'à 2022 pour le faire, et que finalement, tout le monde espère que ça se fera dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que ce ne sera pas totalement confiscatoire ou pas tout de suite. Mais il y a des inconnus. Alors, on a discuté tout à l'heure de l'augmentation des taux, du relèvement des taux, qui va mettre l'État, le financement du déficit public en France, en situation difficile. Donc il y aura probablement la tentation, si ces taux remontaient très vite, on n'est pas à l'abri d'un accident industriel, d'un accident financier en tout cas. Si ces taux devaient remonter très vite, bien entendu que l'État ne pourrait pas ne pas songer à augmenter les impôts avant 2022. Et donc aujourd'hui, Macron est sur une corde raide, sur un chemin escarpé, parce que son plan peut se dérouler tant que les taux n'augmentent pas. Et donc que l'inflation galopante ne revient pas. Mais quand même, Joe Biden a fait tout ce qu'il fallait pour que ça revienne. Donc on ne sait pas. Point numéro 1. Point numéro 2, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise de l'euro et d'une spéculation, notamment sur un défaut français. Moi, j'ai la conviction intime que le pays est à bout de souffle et que notamment le financement de cette grande machine administrative, cette grande bureaucratie
qui étouffe complètement les forces vives du pays, ça ressemble beaucoup à l'Union soviétique dans ces dernières années. On n'est pas à l'abri d'un accident, et on n'est pas à l'abri d'une attaque du type George Soros qui avait fait flancher la livre sterling. Rien n'exclut que des fonds vautours américains ne se décident un jour à dire la France, il y en a marre, la défense européenne de Macron, il y en a marre. On n'est pas à l'abri d'opérations de ce genre. Et dans cette hypothèse-là, la situation serait évidemment beaucoup plus tendue. D'autant que les Allemands, les pays pingres, comme on dit dans l'Union européenne, sont extrêmement agacés par le jeu français, cette pleurniche française consiste à dire « nous pas d'argent, nous vouloir de l'argent s'il vous plaît à votre bon cœur ». Si vous voulez, ça exaspère tout le monde parce que les étrangers viennent en France et se disent « mais attendez, vous avez vu l'état de vos routes, elles sont impeccables, vous avez vu vos fonctionnaires, vous en avez partout et vous venez nous expliquer que vous n'avez pas d'argent alors que nous on a fait des efforts ». Donc si vous voulez, rien n'exclut que l'échéance qui est posée pour 2022, qui sera une échéance de remise en cause des avantages fiscaux de l'assurance vie, de confiscation de l'épargne dans des proportions qui restent à définir, rien n'exclut que cette échéance ne soit avancée. En l'état, ce que dit le gouvernement et ce que dit notamment Bruno Le Maire, c'est que l'effort portera sur les retraites. Ça veut dire concrètement qu'on va relever brutalement l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Voilà. Il y a un débat aujourd'hui pour savoir si on le fait avant mai 2022 ou après mai 2022. Vous savez que Marine Le Pen propose le retour à la retraite à 60 ans, ce qui est une folie, c'est une aberration économique. Personne ne peut croire à ça, ce n'est pas sérieux. Mais elle le dit. Donc, si vous voulez, on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être que ça va aller plus vite qu'on ne croit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des arbitrages douloureux et que, en l'état, je ne crois pas que le seul relèvement de l'âge de départ à la retraite suffira à rétablir les déficits publics. Et finalement, les grands perdants, ce seraient les classes moyennes peut-être Alors, ce qui est très probable, c'est que tous ceux qui n'ont pas expatrié leurs avoirs seront les victimes du système. C'est-à-dire que tout l'argent qui restera en France sera menacé. Alors, je rappelle quand même que le 2 juin, c'est-à-dire cette semaine, le 2 juin, entre en vigueur le règlement européen sur la circulation de l'argent liquide, transposé de façon extrêmement drastique en France, et que les douaniers ont la faculté, depuis le 2 juin, d'interroger n'importe qui sur l'origine du premier centime qu'il sort de France. Et que si les douaniers considèrent que l'origine peut être considérée comme suspecte, les douaniers ont la faculté de bloquer l'argent qui sort de France. Il faut comprendre que la mise en place des monnaies numériques, de l'euro numérique et les changements de réglementation en matière de circulation d'argent liquide permettent aujourd'hui d'emprisonner les Français, par exemple, et de leur interdire de sortir le moindre euro. Et tout ça se fait dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Alors, c'est évidemment la lutte contre le blanchiment, puisque ce qui justifie, vous savez que jusqu'au 1er juin 2021, le contrôle d'échange, d'une certaine façon, ne se faisait qu'à partir de 10 000 euros. C'est-à-dire que vous pouviez sortir 9 999 euros en liquide sans que personne ne vous dise rien. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité, parce que les douaniers vous disent quand même pourquoi. Mais vous aviez le droit. Et certains, en effet, ont dit oui, mais alors du coup, il y a des passeurs qui financent les mafias, etc. Tout ça est louche, alors notamment l'argent de la drogue, le bidule, le machin. Et donc, il faut qu'on mette bon ordre au nom de la lutte contre le banditisme, le blanchiment de l'argent sale, etc. Le terrorisme. Il faut que tout argent qui sort soit contrôlé. C'est une disposition qui n'existe pas dans le règlement européen. C'est une disposition qui a été rajoutée dans la transposition française du règlement. C'est-à-dire que le Bercy a imposé des règles de contrôle beaucoup plus drastiques que ce que l'Union européenne n'a prévu. L'Union européenne, dans son règlement, renvoyant à chaque État le soin de régler la question des sommes inférieures à 10 000 euros. Et la France a choisi la méthode la plus raide. Pour l'instant, on n'en parle pas. Ça fait plusieurs mois que j'alerte sur ce point
ça n'intéresse personne. Il faudra attendre les premières affaires et éventuellement, ce que je ne souhaite pas, mais il faudra attendre que la situation financière se tende pour comprendre que la France s'est dotée depuis 5 ans d'un arsenal législatif qui permet d'emprisonner les Français. On a oublié, parce que les gens ont la mémoire courte, on a oublié que quand Mitterrand est arrivé en 81 et qu'il a mis en place sa politique totalement destructrice, si vous voulez, durant les 2 premières années, on a oublié qu'en été, il y a eu le contrôle des changes et qu'on n'avait plus le droit de changer plus de 2000 francs à l'époque, hein, et qu'on n'avait plus le droit de sortir de France plus de 2000 francs. On a oublié ça, on a oublié qu'à une époque, on allait au guichet, acheter des Deutschmark ou des lires italiennes, et Mitterrand avait imposé, pour éviter la dévaluation du franc, avait imposé une limite de 2000 francs de change. Et aujourd'hui, la France s'est dotée d'un arsenal législatif qui permettrait tout à fait, et en toute légalité, de refaire la même chose du jour au lendemain, y compris le blocage des contrats assurance-vie, puisque vous savez qu'il y a une loi qui permet à un assureur de refuser de liquider un contrat d'assurance-vie sous certaines conditions. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui vont dire « rendez-moi mon contrat d'assurance-vie ». Les assureurs ont aujourd'hui le droit de dire « pas avant 6 mois ». On s'est mis dans une situation où, en cas d'incendie, il y a des coupes-circuits financiers totalement liberticides qui peuvent fonctionner. Merci beaucoup, Éric Verhaeghe. Écoutez, je vous remercie de votre patience et de votre disponibilité. C'était très agréable. À bientôt, peut-être. À bientôt, très volontiers.